J'ai compté 73 nouveautés sur AWS ces 2 dernières semaines et comme chaque semaine, ma sélection pour vous est biaisée. Je retiens les nouveautés qui vont parler aux builders, les architectes, les développeurs, les développeuses. Alors cette semaine, si vous manipulez de gros volumes de données, j'ai quelque chose pour vous. De même, si vous travaillez avec des architectures orientées événements ou si vous déployez des containers sur Kubernetes. Restez aussi si vous développez des applications mobiles sur iOS ou Android. Et puis je terminerai par un nouveau service, Security Data Lake. On détaille tout ça, c'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Une semaine sur 2, vous le savez, je suis avec un invité qui partage son retour d'expérience en termes d'architecture, en termes d'implémentation de solutions sur AWS dans des domaines métiers complètement différents. La semaine passée, c'était la location de voitures sans guichet, tout par une application, y compris la livraison de la clé, etc. La facturation, c'était super intéressant. Et puis la semaine prochaine, je vous le dis pas parce que c'est pas encore tout à fait confirmé. C'est déjà enregistré, mais j'attends toujours la validation pour pouvoir le diffuser, mais sinon j'ai d'autres épisodes qui sont dans ma file d'attente aussi, donc vous aurez quelque chose vendredi prochain le matin. Et puis une semaine sur 2, vous le savez, c'est moi tout seul et j'essaye de parler de l'actualité AWS, quelles sont les nouveautés, en tout cas les nouveautés qui ont retenu mon attention, parce qu'il y en a beaucoup, 73 en 2 semaines, on tourne entre 70 et 80 pour le moment à peu près. Beaucoup de ces nouveautés sont aussi des extensions régionales, vous savez, c'est tel nouveau service qui existe déjà depuis un an et demi, devient disponible dans telle région additionnelle ou tel groupe de régions additionnelles. C'est pas vraiment des nouveautés, mais enfin ça compte dans mes 70 ou dans mes 80 nouveautés. Alors, ce que j'ai retenu pour vous cette semaine, le premier, c'est un blog de Jeff Barr qui parle d'un nouveau device, un nouvel appareil qui s'appelle le Snowball Edge Storage Optimized. Les Snowballs, ce sont des espèces de petites valises bourrées de disques durs et avec un peu de compute également, que vous pouvez vous faire livrer à un endroit où vous avez beaucoup de données à importer dans le cloud, là où c'est pas pratique parce qu'il n'y a pas de réseau rapide, ou parce que par réseau, ça prendrait des semaines et des semaines à transférer les données. Donc en gros, vous allez dans la console, vous commandez un Snowball Edge et on vous l'envoie avec une petite étiquette électronique genre format Kindle sur la boîte. Une fois qu'elle arrive, vous la branchez soit sur votre réseau, on a du 10 gigabits mais aussi des adaptateurs optiques, de la fibre optique SFP48 ou QSFP28, et puis vous envoyez vos données sur la bébête. Vous pouvez faire tourner un tout petit peu de compute également s'il y a un peu de normalisation ou de cleaning des données à faire, et puis vous nous renvoyez la valise et nous l'importons sur un bucket S3 ou un volume EBS ou un volume NFS de votre choix. Cette nouveauté, c'est une version Storage Optimized 210 TB en disque dur NVMe. Donc voilà, si vous avez des gros besoins d'importer des données, jetez un coup d'œil à Snowball Edge. Attention, c'est disponible pour le moment que sur 2 régions. Ça veut dire qu'on les ship n'importe où, mais l'import ne pourra se faire que sur un bucket S3 sur US East ou sur US West. Donc en attendant d'autres régions en Europe. Petit changement dans la documentation également, on a une nouvelle page de documentation qui est plus colorée, plus claire, plus facile à chercher, avec plus de liens directs vers des tas de choses qui comptent. Je vous mets les liens dans les notes du podcast évidemment. Et puis Jeff a aussi annoncé qu'on arrêtait de faire de la doc sur GitHub. C'est une expérience qu'on avait lancée il y a 5 ans à peu près, mais qui n'apporte pas de vraie valeur ajoutée à nos clients d'après les feedbacks qu'on a, et qui augmentait extrêmement le workflow de publication de notre côté, puisqu'on avait 2 systèmes différents, un système externe et un système interne. Donc on décide d'arrêter l'expérience. Si vous avez des feedbacks sur la documentation, vous utilisez les petits boutons avec les pouces levés vers le haut ou vers le bas qui sont sur chaque page de documentation, et nous on vous assure qu'il y a des humains qui lisent ça derrière et qui prendront action sur base de vos commentaires. Si vous développez des événements, des architectures, orientées événements, donc qui réagissent à des événements, un événement ça peut être un fichier qui arrive sur S3, un appel d'API externe avec API Gateway par exemple, ça peut être une instance EC2 qui démarre, une alerte CloudWatch qui est levée. Si vous développez, concevez des architectures orientées événements, il y a de bonnes chances que vous utilisez EventBridge. EventBridge, c'est un bus d'événements qui vous permet de router des événements d'une source à une ou plusieurs destinations.
Nouveauté sur EventBridge, on diminue la latence, c'est-à-dire le temps qu'il faut entre le moment où vous postez l'événement, il est acknowledgé, il est reçu par EventBridge, et le moment où on le délivre au premier récipient. Réduction de 80% de la latence par rapport à avant, ce qui permet des cas nouveaux d'utilisation d'EventBridge. La Poste hollandaise utilise énormément EventBridge, par exemple, pour trier les parcelles, les boîtes qu'ils livrent, et pour ça, ils ont besoin de temps de réponse extrêmement bas, en quelques millisecondes parfois. Sinon, le colis sur sa chaîne de triage, il est déjà au poste suivant. Et donc, la diminution de la latence dans EventBridge permet d'activer ces nouveaux cas d'utilisation. Et puis tant que je suis en train de parler d'EventBridge, nous annonçons également un nouveau connecteur pour Kafka, Kafka Connect. Donc si vous utilisez Kafka et EventBridge, vous pouvez maintenant très simplement connecter ces deux environnements, puisque vous pouvez intégrer EventBridge dans vos environnements Kafka Connect pour délivrer des événements d'un topic Kafka vers un EventBridge EventBoost. Et puis il supporte différents types de formats également. J'étais en train de lire la news en même temps que je vous parlais. Il supporte les formats Avro, Protobuf et JSON. Il est capable de lire depuis plusieurs topics Kafka. Et tout ça est protégé par une authentification IAM. Petite mise à jour de version si vous utilisez Amazon EKS et Amazon EKS Distro, ces environnements managés pour Kubernetes. Les deux supportent maintenant Kubernetes 1.27. Pas mal de nouvelles fonctionnalités dans 1.27, des bug fixes également. Donc à partir de maintenant, vous pouvez créer des clusters de 1.27 ou même upgrader des clusters existants sur la version Kubernetes 1.27. Je ne vais pas aller dans les détails des nouveautés Kubernetes, c'est en dehors de mon domaine de compétences, mais je vous mets évidemment le lien vers le blog post, vous pourrez lire ça vous-même pendant ce week-end. Et puis tant qu'on parle de containers, AWS Copilot annonce également la possibilité de déployer des sites web statiques dans des single page applications. Donc Copilot, c'est une ligne de commande qui vous permet extrêmement simplement de déployer une infrastructure à base de containers. Il génère pour vous l'ensemble de l'infrastructure sur Fargate, ECS, avec les load balancers, etc. Je l'ai utilisé cette semaine pour une démo et c'est assez impressionnant. Il a détecté tout seul que dans mon Dockerfile, j'avais une application gRPC, donc il a activé gRPC automatiquement sur les load balancers et tout ça fonctionne de façon un peu automagique. Si vous ne connaissez pas encore la ligne de commande Copilot, allez jeter un coup d'œil. Donc nouveauté pour Copilot, vous pouvez maintenant déployer des single page applications juste avec le tag -- statique, si je me souviens bien, oui, -t statique. Et si vous mettez ce tag-là, il va déployer une application dans un bucket S3 avec une distribution CloudFront devant. Donc là, avant, on ne pouvait que déployer des containers avec Copilot. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous pouvez également déployer vos sites web statiques. Si vous développez des applications iOS ou Android, des applications mobiles, il y a un nouveau composant dans AWS Amplify qui est un composant d'authentification. Je parle ici d'authentification graphique, un composant graphique qui utilise SwiftUI natif côté iOS et je ne sais pas quoi exactement côté Android, mais enfin, globalement, ça vous permet d'intégrer un écran de login en ajoutant juste une ligne de code dans votre code et une petite dépendance également. Cet écran de login gère les flux classiques d'authentification, l'authentification évidemment, mais également la création d'un utilisateur, ce qu'on appelle le sign-up, le forget password, le multifactor authentication, là où il faut entrer un code après. Il greffe sur un back-end de Cognito évidemment, mais vous ne devez plus développer l'interface graphique vous-même. C'est vraiment une ligne de code à rajouter dans vos applications Android et Swift. Si vous développez pour Swift, pour iOS, sachez également que les instances EC2 Mac M1 peuvent être maintenant déployés avec des versions bêta de macOS. C'est souvent demandé de la part des développeurs iOS pour pouvoir tester des nouvelles fonctions d'Xcode par exemple, qui ne sont que en version bêta. Ben, vous pouvez faire ça maintenant sur des instances EC2 Mac dans le cloud. En matière de sécurité, deux annonces qui ont retenu mon attention cette semaine. Une petite, c'est AWS KMS, vous savez, Key Management System, ce système entièrement managé qui permet de gérer vos clés de chiffrement et de générer des clés de chiffrement uniques à partir d'une clé route que vous managez. Ce service est certifié
plusieurs niveaux de certification de sécurité depuis le début, depuis 2017 par exemple, FIPS 140-2 Security Level 2, mais cette semaine nous avons obtenu le FIPS 140-2 toujours, mais cette fois-ci Level 3. Il vérifie en plus la correctitude, ça se dit ça. Il vérifie que les algorithmes cryptographiques utilisés dans la machine sont corrects en termes d'implémentation, et il vérifie également comment la machine résiste aux tentatives d'attaque physique si on essaye d'ouvrir ou d'extraire un module de mémoire où sont stockées les clés par exemple. Donc avec cette certification FIPS 140-2 niveau 3, ça vous aidera à atteindre ou respecter d'autres standards comme aux États-Unis pour travailler avec le secteur public FedRAMP, ou dans le domaine de la santé HIPAA, ou dans le monde entier pour travailler avec des numéros de carte de crédit et des paiements, le PCI, ou en Europe, beaucoup plus près de nous, le GDPR, le RGPD, ou des standards tels que les ISO 27001. Donc FIPS 142-2 niveau 3 sur AWS KMS. Et puis je termine avec Amazon Security Lake. C'est un service qu'on avait préannoncé à re:Invent, la conférence à Las Vegas en novembre dernier. Il est maintenant disponible partout. Amazon Security Lake, c'est un service qui va automatiquement centraliser les données de sécurité de vos environnements AWS, d'applications tierces en software as a service ou d'environnements on-prem, voire même d'autres clouds, et d'intégrer tout ça dans un data lake spécialement tuné, organisé pour la sécurité. Donc l'avantage d'utiliser Security Data Lake, c'est que ça vous permet plus facilement d'analyser vos données de sécurité, de comparer, de lier des données entre elles de sources différentes, des logiciels SaaS, du on-prem et du cloud. Toutes les données qui sont ingérées sont normalisées à un standard open source qui s'appelle OCSF, Open Cyber Security Schema Framework, ce qui permet de comparer ou de lier des données de sources différentes. Vous pouvez choisir de déployer sur un bucket ou plusieurs buckets pour des questions de réplication. Vous pouvez utiliser les services de query d'AWS comme Athena, ou utiliser vos propres services de query. Il est capable d'intégrer et de normaliser les logs au format OCSF de CloudTrail, de VPC Flow Logs, de Route 53 Resolver, les security findings de plus de 50 solutions tierces, et de tout ce qui vient aussi de AWS Security Hub. Il n'y a pas de blog post, je ne sais pas trop pourquoi il n'y a pas eu de blog post pour l'annonce du GA, mais je vais vous mettre le lien vers le blog post de novembre, qui est toujours pertinent, et évidemment vers le User Guide, qui vous permet de démarrer avec ce nouveau service. Voilà pour cette longue revue des nouveautés AWS de cette semaine. J'espère que je vous ai inspiré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.